Bonsoir Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous, ancien Premier ministre. Évidemment, je vous demanderai dans une seconde si le moment est venu de pousser Russes et Ukrainiens vers une table de négociation, le rôle que pourraient jouer les Chinois. On parlera aussi de l'avenir de Poutine que vous avez rencontré lors de votre passage à Matignon. On va parler de tout ça. Juste avant, on voulait vous entendre sur cette information dévoilée par le Figaro et confirmée ce soir. 26 mineurs non accompagnés qui étaient arrivés en France à bord de l'Ocean Viking la semaine dernière. 26 mineurs se sont enfuis. Ils ont fugué, visiblement pour retrouver leur famille ailleurs en Europe. Pour vous, que révèle cette information? C'est pas tout à fait bouleversant et surprenant. Ils sont venus chercher la liberté. Ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de réseau. Ils sont perdus. Ils ont souffert de nombreux jours, semaines en mer. Donc, il y a cette soif d'essayer de s'en sortir. Donc, je ne suis pas surpris. On n'a pas affaire à des gens qui sont en situation sereine. Ils sont pourchassés, ils ont souffert, et ils cherchent des amis, des parents. Et donc, c'est regrettable. Mais ce n'est pas tellement surprenant. On est là vraiment face à un immense désarroi. Et donc, il faut comprendre cette situation. Donc, pour vous, pas de malaise à ce que la France laisse comme ça, dans la nature, si je veux dire, des mineurs qui pourraient eux-mêmes être en danger et qu'on les laisse comme ça. Bien sûr que c'est profondément regrettable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas très surprenant face à ce public qu'on ne peut pas considérer comme un public apaisé, serein et en situation de négociation. On a affaire à des gens qui sont bouleversés, bousculés et qui ont rencontré la mort de très très près. Et donc, il ne faut pas s'étonner à ce qu'ils fuient. La fuite, c'est le début de leur existence. La fuite, c'est vraiment ce qu'ils ont en eux-mêmes aujourd'hui. Donc, c'est regrettable. J'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça. Je trouve assez désolant que quand on tend la main, on ait des attitudes comme ça face à ça. Donc, je pourrais condamner, mais je ne suis pas surpris dans cette situation. Oui. Et vous comprenez, une question encore. Quand vous entendez, à droite, certaines voix dire que la France devrait être plus ferme, y compris quand il s'agit de mineurs. On rappelle, là, ce sont des mineurs, donc ils n'étaient pas encadrés par des policiers ou je ne sais quoi, mais par des éducateurs, accompagnés par des éducateurs. C'est de ces conditions-là qu'ils ont disparu. Certains, à droite, réclament plus de fermeté et réclament, par exemple, qu'on puisse renvoyer plus facilement des mineurs dans leur pays. Écoutez, je pense que dans cette situation, vouloir faire de la politique intérieure face à de tels drames, ça me choque un peu. Et donc, bien sûr que je souhaite qu'on maîtrise l'immigration, bien sûr que je souhaite qu'on puisse avoir des gens dont l'objectif n'est pas de les avoir dans des situations inhumaines, mais de les avoir avec une intégration. Donc, je comprends tout à fait les difficultés que nous avons dans une immigration qui n'est pas contrôlée suffisamment aujourd'hui dans le pays. Mais face à ce drame, ce n'est pas le moment de la polémique. Jean-Pierre Raffarin, la guerre en Ukraine, on y vient comme promis. Le moment est-il venu de pousser Russes et Ukrainiens à négocier? Oui, et Américains aussi. Parce que c'est un des sujets majeurs, c'est que les Russes voudraient bien négocier peut-être avec les Américains, mais au fond, les Ukrainiens ne sont pas dans une situation où ils ont envie de négocier. On a vu les images que vous avez montrées tout à l'heure, et donc ça leur donne envie d'aller nécessairement plus loin. Je voudrais dire que moi, je pense qu'il faut la négociation. D'abord, je dirais que la priorité des priorités, c'est quand même la volonté des Ukrainiens. Les premières victimes de cette tragédie, c'est le peuple ukrainien. Et donc, nous qui soutenons la défense du peuple ukrainien, on doit tenir compte de leurs priorités. Mais leur intérêt n'est pas tout à fait le nôtre. Je pense que la deuxième victime de cette guerre, c'est le projet européen. Je pense qu'aujourd'hui, le projet européen souffre terriblement. Pourquoi? Parce qu'au fond, on a une sorte d'otanisation de l'Europe et que finalement, les gens appellent plutôt les Américains. Un peuple qui a peur, en Europe, il appelle les Américains. Et donc l'OTAN, qui était en mort cérébrale il y a 2 ans, aujourd'hui est une force attractive. On se bouscule à la porte de l'OTAN. Est-ce qu'on se tourne pas vers les Américains parce que les Européens étaient trop naïfs par rapport à la Russie, notamment dans le cas de la Russie? Non, je pense que c'est vraiment la peur de la guerre. D'ailleurs, vous voyez bien, à Paris, on n'a pas peur de la guerre, donc on est moins favorable aux Américains qu'on ne l'est, plus on avance vers l'Est. Donc c'est la proximité avec le champ de bataille qui fait qu'un peuple qui a peur appelle la protection. Et aujourd'hui, la protection, c'est les Américains pour un grand nombre de peuples. Mais donc, ça veut dire que nous qui voulons un projet européen, qui voulons une souveraineté européenne et donc une défense européenne, nous souffrons de cette situation. J'ajoute qu'avec la guerre,
il y a toujours les divisions, il y a toujours les horreurs de la guerre. Et donc, notamment en Europe, on voit un certain nombre de tensions. Il y a des cicatrices qui vont rester. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement grave. C'est les divergences qui apparaissent entre la France et l'Allemagne. Et c'est un élément majeur. Donc, nous, Européens, notre intérêt, c'est le cessez-le-feu le plus vite possible. Donc, je ne dis pas qu'il faut mettre l'intérêt européen avant l'intérêt ukrainien. Je dis que ce sont les Ukrainiens, parce que c'est les premières victimes mais voilà, qui doivent définir leur objectif. Et le monsieur que l'on voit là apparaître à l'antenne, Volodymyr Zelensky, lui dit pas de négociation, donc terminé. Ouais. Eh bien, nous, il faut pousser tous ceux qui peuvent naturellement avoir une influence à essayer de mettre notamment Poutine autour de la table, ce qu'a fait Emmanuel Macron avec Xi Jinping. Donc je crois que cette logique-là, elle est très importante. Au fond, depuis maintenant quelques années, il y a une vraie proximité qui s'est créée entre Xi Jinping et Poutine. Ils ont comblé un peu leur solitude internationale en se rapprochant. Et pourtant, on a oublié Kissinger. Ne mettez jamais dans le même pot les intérêts russes et les intérêts chinois. On a mis dans le même pot ces intérêts. Et donc, on a cette proximité. Mais on voit quand même, à l'occasion de ce G20, que les Chinois ont participé à l'alerte sur le nucléaire, à la mise en garde. Et ça, c'est quand même très important. Donc, on a le sentiment que les Chinois, aujourd'hui, ont l'intention de pousser à la négociation. C'est quelque chose qui semble On va reparler du rôle que pourraient jouer les Chinois et Xi Jinping. Mais je voudrais qu'on entende ce soir le plus haut grade américain, le chef d'état-major Mark Milley, le général Mark Milley, qui lui dit « L'hiver arrive, l'hiver est en train de s'installer en Ukraine, les combats vont sans doute ralentir, c'est une fenêtre d'opportunité pour aboutir à une solution politique. » On l'écoute. Ainsi, la tâche militaire consistant à expulser physiquement les Russes de l'Ukraine est une tâche très difficile. Et cela ne se produira pas dans les 2 prochaines semaines, à moins que l'armée russe ne s'effondre complètement, ce qui est peu probable. Donc en termes de probabilité, celle d'une victoire militaire ukrainienne définie comme l'expulsion des Russes de toute l'Ukraine, incluant ce qu'ils définissent comme la Crimée, n'est pas élevée militairement. Politiquement, par contre, il peut y avoir une solution politique où le retrait des Russes est possible. Philippe, c'est fort ce que dit Milley. Il dit militairement aux Ukrainiens, vous n'y arriverez pas. Oui, et il faut comprendre que c'est le chef d'état-major des armées, et depuis plusieurs semaines, en tout cas la presse américaine raconte que au sein des discussions dans l'équipe Biden, et quand je dis l'équipe Biden, je ne parle pas de l'équipe politique, mais des différents responsables à Washington, il est celui qui, au fond, essaye de convaincre Biden de mettre davantage de pression sur Zelensky pour amener Zelensky vers la table de négociation. Par exemple, sur un point qui peut sembler un peu un point de détail, mais qui ne l'est pas, c'est que Zelensky a mis comme préalable pour discuter avec les Russes le départ de Poutine. Et donc, les Américains, Mark Milley a réussi à convaincre la Maison-Blanche de faire pression sur Zelensky pour qu'il lève cette condition pour pouvoir négocier avec les Russes. Et au fond, il est de ceux qui disent, il dit pas que les Ukrainiens n'arriveront pas à avancer et que leur contre-offensive ne sera stoppée par l'hiver pendant 3 mois. Il dit pas ça. Il est en train de dire aux Ukrainiens, attention, vous allez peut-être gagner davantage de territoire à la table de négociation que si vous vous engagez dans un combat qui sera long, qui sera très difficile. Et puis, il faut bien comprendre aussi ce qu'il dit. Il laisse entendre que la Crimée... Oui. En gros, il ne faut pas que les Ukrainiens s'approchent trop, que l'armée ukrainienne s'approche trop de la Crimée, parce que là, on rouvre un autre sujet encore plus complexe. On voit là, notamment avec la Crimée, avec ce que disent les Américains, qu'on va arriver à une sorte d'impasse aussi avec les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky veut aller jusqu'en Crimée. Très probablement, on aura un rapport de force avec les Ukrainiens à un moment ou à un autre. Ça, je crois que c'est clair que la paix s'imposera, qu'il faut faire des pressions sur Poutine, mais il faudra faire des pressions sur les Ukrainiens aussi pour, à un moment, considérer que le temps de la négociation est venu. Et je vous le dis, je pense que vraiment les conséquences de cette guerre sont assez terribles. Au-delà de la tragédie ukrainienne. Je pense à l'Afrique, je pense à la relation franco-allemande. Et ça, ce sont des choses qui sont des forces de déséquilibre majeures. Justement, au début de la guerre, on se félicitait de l'unanimité européenne, de la réaction européenne, en disant on a voté les sanctions de façon unanime, on se dégage du gaz russe. Et en réalité, en marchant, on se rend compte aujourd'hui que, vous le disiez tout à l'heure, le réflexe de protection se tourne vers les Américains. L'Allemagne, aujourd'hui, fait complètement cavalier seul, c'est-à-dire qu'elle se tourne vers les États-Unis pour envisager une protection de défense aérienne européenne, elle se sépare de la France, elle va en Chine
défendre ses propres intérêts en dehors de tout intérêt et toute concertation européenne. Est-ce que ce conflit n'est pas en train d'aggraver la situation de l'Europe aujourd'hui et singulièrement le couple franco-allemand, mais au-delà, fait exploser une forme de cohésion qu'on avait constatée au début du conflit? Je partage tout à fait cette conviction. Et je le dis avec gravité. Il ne faut pas que nos amis allemands, et au fond ensemble, nous avons surmonté l'horreur, la honte, la guerre que d'autres n'ont pas surmonté complètement aujourd'hui. Je pense aux Chinois et aux Japonais. Nous avons dépassé la guerre. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas envisager de nous séparer d'un point de vue stratégique. Et surtout, on ne peut pas envisager, par exemple, que les Allemands veuillent compenser leur affaiblissement militaire, leur affaiblissement industriel, par une augmentation de la défense allemande. Le budget, on annonce 100 milliards de nouveaux supplémentaires de l'Allemagne, doit être développé à l'intérieur d'un projet européen. On ne peut pas avoir une armée allemande qui se développerait sans cohérence européenne. Donc on est sur un sujet extrêmement sensible. Ce serait une énorme transgression du projet européen. Mais c'est d'une extrême gravité. C'est pour ça que je dis que nous, notre intérêt, c'est le cessez-le-feu le plus vite possible. Il y a l'inflation, il y a la crise de l'énergie. On voit bien que en matière d'énergie, nous, avec le nucléaire, eux, avec les verts, on a des incompatibilités. Donc on est très inquiets. Donc cette situation est très dangereuse pour le cœur de l'Europe. Jean-Pierre Raffarin, vous parlez d'inflation notamment, l'inflation en France aussi, partout en Europe, mais en France, l'instabilité, les inquiétudes, etc. Est-ce que vous pensez que tout ça, ce contexte-là, peut amener une espèce de lassitude chez les Français, qui étaient évidemment beaucoup partants, la plupart partants pour soutenir les Ukrainiens? Est-ce que vous pensez que ça peut s'étioler au fil du temps et qu'au fil de l'hiver, avec les difficultés qu'on peut rencontrer sur le carburant, etc., sur le chauffage, etc., est-ce que ça, vous craignez que ça ne disparaisse petit à petit? Bien, je pense qu'on va se rendre compte petit à petit que, comme toujours, la guerre apporte des violences, des ruptures, des divisions, qu'elle affaiblit, que c'est un virus qu'on ne sait pas arrêter. Et donc, en effet, je crois qu'il y a un moment ou un autre, on se rendra compte que nous sommes aussi profondément en risque dans cette situation. Je fais confiance à la relation franco-allemande pour sortir de cette affaire. Mais je veux qu'il y ait une lucidité sur la situation. Parce qu'on voit bien les forces qui s'écartent. Quand on s'écarte sur l'énergie, quand on s'écarte sur la relation avec la Russie, quand on s'écarte peut-être sur la Chine. Souvenez-vous que quand M. Macron reçoit le président Xi Jinping à Paris dans une visite d'État franco-chinoise, il a à côté de lui Mme Merkel et M. Juncker. Donc, dès le début, et quand il va, M. Macron, ensuite à Shanghai, il reçoit les entreprises françaises et les entreprises allemandes avant de voir Xi Jinping. Mais quand Scholz va en Chine, il va tout seul. Alors, naturellement, c'est son premier voyage. C'est difficile d'y aller sous l'ombrelle française. Je peux le comprendre. Mais je pense qu'il est très, très important que Français et Allemands aient la même vision de la Chine aujourd'hui. La Chine, il résonne en rapport de force. Or, nous, notre rapport de force seul, il est trop faible. Et donc, on a besoin de cette relation franco-allemande. Et on ne peut pas laisser cette relation franco-allemande durablement fragilisée, voire un jour fracturée, à cause de la guerre en Ukraine. Même si je mets toujours au premier rang de nos préoccupations la tragédie du peuple ukrainien. Je ne mets pas l'intérêt européen avant. Mais ce que je voudrais, c'est rendre les deux compatibles. Je vais caricaturer un petit peu, mais est-ce que cette crise et ce que vous avez décrit de la situation franco-allemande et de la question de la souveraineté européenne, est-ce que c'est pas la fin d'un mythe français qui est un mythe de la défense européenne? C'est-à-dire que tant que les Britanniques étaient encore dans l'Union européenne, il y avait encore la possibilité avec les Britanniques de construire l'armature de ce qui pourrait devenir un jour peut-être la défense européenne. Quand vous êtes allemand, quand vous êtes polonais, quand vous êtes balte, si vous êtes inquiet pour votre sécurité, vous ne regardez pas vers Paris, vous regardez vers Washington. Et d'une certaine manière, quand vous êtes balte ou que vous êtes polonais, c'est assez naturel. Et d'une certaine manière, ils sont rentrés dans l'Union européenne pour rentrer dans l'OTAN, ou finalement parce que les deux choses étaient couplées. C'est d'abord leur engagement dans l'OTAN qui était signifiant pour eux. Et d'ailleurs, si la Pologne, si la Hongrie montrent un certain nombre de distance par rapport aux valeurs européennes ou certaines valeurs européennes, c'est aussi qu'au fond, ils sont davantage attachés à la question de la souveraineté, de la sécurité européenne que de l'adhésion à des valeurs démocratiques européennes. Je pense que toujours, en politique, l'adversaire numéro un, c'est la peur. Et donc, vous avez complètement raison. Mais il n'y avait pas un pronostic de guerre en Europe. Oui. Et donc, on pouvait parler de souveraineté, on pouvait parler d'indépendance de l'Europe et de chercher à gagner notre souveraineté. C'est le thème de la Commission actuelle. Moins de naïveté, plus de défense, et donc avoir une approche plus européenne. Mais on voit bien qu'en effet, dès que la guerre est sur place, et ceux qui sont proches de la guerre, ils sont à l'appel des Américains. Et je pense, vous savez, qu'en France, en Espagne, en Italie, si la guerre était à notre porte,
on aurait des réactions de cette nature. C'est la peur le problème aujourd'hui. Mais la peur parce que la guerre est là. Et la guerre, elle amène ces virus. On sait, Jean-Pierre Raffarin, à quel point vous avez toujours défendu le fait d'avoir un dialogue permanent avec les Chinois. Emmanuel Macron, là, au moment du G20, a demandé aux Chinois de faire pression sur les Russes, justement pour aboutir à une table des négociations. Est-ce que pour vous, c'est le bon chemin ? Et surtout, est-ce que vraiment les Chinois peuvent bouger ? Les Chinois qui n'ont toujours pas réellement condamné, même pas du tout condamné, les opérations de guerre des Russes en Ukraine. Ils font comme un grand nombre de pays, hélas, à l'ONU, qui n'ont pas condamné. On a vu, y compris en Afrique, par exemple, des pays amis de la France qui n'ont pas condamné non plus. Donc c'est vrai que dans cette situation, il faut quand même bien réfléchir. On a dit souvent que Poutine était isolé, mais au total, y compris d'ailleurs deux ennemis que sont l'Inde et la Chine, qui sont ensemble avec Poutine. Donc cette situation est en effet extrêmement grave. Je crois que les Chinois, aujourd'hui, peuvent avoir une influence sur Poutine, et c'est, je crois, juste de faire pression sur eux, et que c'est le sujet qui est le plus important. Mais n'oublions pas, vous savez, moi j'ai monté une ONG qui s'appelle Leader pour la paix. On est un certain nombre de personnalités qui ont de l'expérience. On est tous d'accord sur un point, c'est qu'il faut parler avec l'ennemi pour avoir la paix. Il faut parler avec les adversaires. Il n'y a pas de paix sans dialogue. Et donc c'est pour ça, moi j'approuve Macron quand Macron parle avec Poutine. Il faut toujours garder le lien, parce qu'il y a un moment ou un autre, aujourd'hui, il est rare qu'une guerre se finisse parce qu'il y en a un qui est vraiment complètement à terre. Une guerre, ça se termine par une négociation. Et donc, ce qu'il faut, c'est gagner la négociation. Et donc, je pense aujourd'hui que dans ce cas-là, il faut parler naturellement avec le président chinois, comme il faut parler avec Poutine, comme il faut parler avec l'Indien. Oui, mais est-ce que la Chine a réellement intérêt à s'engager un peu plus dans ces négociations ? C'est vrai que c'est l'espoir de la France, de l'Europe, même du côté des États-Unis. Mais est-ce que réellement, finalement, même s'il y a ce souci pour son économie, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à rester en dehors de tout ça, à regarder ce qui se passe et à attendre la fin, mais surtout à ne pas s'investir davantage? La Chine, sa préoccupation première, c'est sa tension avec les États-Unis. Moi, je pense, la mère de toutes nos tensions, c'est d'abord la relation entre la Chine et les États-Unis. Oui. Que tout le reste doit être vu avec cette vision-là. Et donc, tout dépend de l'attitude des États-Unis dans cette affaire. Les États-Unis qui, avec la Chine, montrent une détermination très très forte, notamment sur le dossier de Taïwan. On a vu un certain nombre de voyages qui étaient des voyages vus du côté chinois comme une provocation. Donc c'est ça qui est la vraie question. J'ai l'impression que M. Biden a cherché à adoucir un peu dans son voyage en Asie. C'est assez intéressant de voir qu'au fond, le monde asiatique a accueilli le monde. Le monde n'a pas été rassemblé complètement en Égypte à la COP, mais le monde a été rassemblé en Asie. C'était un grand rendez-vous en Asie. Et là, le premier depuis la pandémie. Le premier depuis la pandémie. Et donc là, je pense qu'il est clair que Joe Biden a fait quelques ouvertures qui vont peut-être intéresser la Chine. Et peut-être à ce moment-là, la Chine aura intérêt à bâtir un pont, parce que la Chine veut une certaine forme d'apaisement avec les Américains. Oui. Vous savez, les Chinois, c'est la stratégie de l'évitement. Ils veulent avancer. Ils veulent avancer toujours. Leur intérêt, ils avancent. Mais ils avancent sans s'affronter. Mais ils ont des stratégies d'évitement. La question de Taïwan aussi. Ils regardent tout ça pas d'un œil complètement désintéressé. La question de Taïwan n'est pas aujourd'hui d'une première actualité. Elle est un sujet qui est posé. Ils ont donné une échéance. Ils ont donné une échéance qui est 49. Donc en 2049, ils veulent que Taïwan soit revenu dans ce qu'ils appellent l'empire. Donc pour le centenaire de l'arrivée au pouvoir du Parti communiste chinois. Absolument. Voilà. Donc il y a un peu de temps. Donc là, il faut aussi des négociations. Il faut un travail. Mais je pense que la stratégie chinoise, c'est pas un pays qui a été belliqueux dans son histoire. Il n'a fait la guerre que quand il a été attaqué chez lui. Et donc aujourd'hui, il cherche à avancer en logique d'évitement. Si il peut y avoir un apaisement avec les Américains, ils peuvent jouer la carte de l'apaisement aussi de l'Ukraine. Donc la Chine, comme beaucoup, ne pense qu'à ses intérêts. Et son intérêt aujourd'hui, c'est d'essayer d'apaiser avec les États-Unis. Parce qu'ils ont un intérêt de croissance et d'économie. C'est un intérêt de croissance et d'économie, oui. Et puis d'apaisement entre les deux grandes puissances. Ils ne veulent pas, ils veulent dominer le monde un jour. Mais ils ne sont pas pressés, les Chinois. C'est toujours la grande force des Chinois. J'ai une chose à vous montrer encore. Un tweet posté par une de vos vieilles connaissances, Ségolène Royal. Voici ce qu'écrit aujourd'hui sur l'Ukraine. Ségolène Royal, l'ancienne ministre socialiste. L'Ukraine annonce des centaines de frappes tous les jours. Qui a vérifié ces informations, dit-elle? Après les fausses informations sur la Pologne qui ont failli déclencher une guerre mondiale, seule une information indépendante doit être relayée. Une mission de médiation vite. Dans quoi verse Ségolène Royal ces derniers temps?
Je ne commente plus depuis longtemps les dérapages de Madame Royal. Ça m'épuise. Ça vous épuise, sauf que elle reprend là, quand même, une musique que l'on entend c'est de plus en plus, mais que l'on entend toujours en fond depuis le début de cette guerre, où certains mettent en doute les dires de Volodymyr Zelensky, pourquoi pas, mais aussi les informations qui nous arrivent du front, informations confirmées par les journalistes qui sont sur place. Il y a toujours ce doute. Une forme de complotisme. Oui, une forme effectivement de complotisme. Absolument. Qu'il y ait de la propagande dans une guerre, c'est très probable. Mais nous avons assez de preuves d'une tragédie très très puissante qui a atteint le peuple ukrainien. Donc on a assez de preuves pour jamais prononcer des mots comme ça. Je veux bien imaginer qu'il puisse y avoir, dans les guerres, il n'y a pas que des saints. Donc il peut très bien y avoir des manipulations. Mais là, nous avons suffisamment d'images, suffisamment de témoignages pour montrer que l'horreur est en Ukraine et que le peuple ukrainien a besoin de notre solidarité. Ça pose la question quand même des relais d'opinion russe et de l'influence russe dans la classe politique française. Est-ce que c'est un sujet pour vous, on avait parlé ici avec notamment parmi l'armée française, où il y avait une forme d'influence et de fascination pour la Russie dans l'armée française, dans Léo Gradé. Est-ce qu'il y a aussi une partie de la classe politique française, Ségolène Royal, je ne sais pas quels sont ses liens précis avec la Russie, mais en l'occurrence, ses déclarations sont quand même assez stupéfiantes. Elle en avait fait ici à BFM sur remettant en doute également la propagande du président Zelensky. Est-ce que c'est un sujet dont on doit s'inquiéter réellement? Non, moi je pense que il ne faut pas toujours raisonner en cherchant les intérêts des uns et des autres, aussi voyons des convictions. Il y a une prise de position dans ce pays, il y a un certain nombre de gens qui sont très favorables aux options russes. Ça existe. Et c'est quelque chose. Et dans notre histoire, il y a toujours eu des attitudes. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a besoin de la Russie, que la Russie est européenne. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait dans la classe politique française que cette idée soit forcément dominante, surtout après ce que nous venons de vivre. Mais je crois surtout qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent faire de la politique intérieure avec des événements extérieurs. Et c'est comme ça que ça se gâte, les choses. Vous voyez, et même sur la relation entre la Chine et les États-Unis, ce que je crains le plus, c'est que c'est devenu un sujet intérieur aux États-Unis, parce qu'au fond, c'est la seule façon que les démocrates aient des voix républicaines, c'est de taper sur la Chine. Mais c'est la même chose en Chine. Et le Parti communiste qui annonce son retour au marxisme, son retour à la dictature du parti, etc., c'est aussi parce qu'il y a un sujet de politique intérieure. Et les équilibres internationaux, souvent, dérapent quand on fait de la politique étrangère un objectif de politique intérieure. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Raffarin d'avoir été notre invité ce soir en direct dans 22h Max. Merci à vous.